Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de décembre. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de Vous faites quoi pour Noël par Karen Ponte. Ensuite, ce sera au tour de Elle voulait juste marcher tout droit par Sarah Barouk. Après ça, je vous parlerai de ma lecture du tome 3 de la série Le Sentier des Astres avec donc ce tome 3 qui s'appelle Meijo par Stéphane Plateau. Puis de nouveau une petite romance de Noël avec What Light par Jay Escher. Et pour terminer côté graphique, je vous parlerai tout d'abord du premier tome de la série de manga La fille du temple au chat. Et je vous parlerai ensuite du premier tome de la nouvelle bande dessinée d'Aurélie Néret, donc Lu et Nelson. Et je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Vous faites quoi pour Noël par Karen Ponte. C'est un roman qui est donc sorti aux éditions Michel Lafon et que j'ai reçu de leur part. Je les en remercie, d'autant plus qu'il est arrivé dédicacé, ce qui est toujours une petite attention sympathique. On est ici du coup, comme on peut s'en douter, dans une romance de Noël, mais la romance de Noël par excellence, avec tous les clichés de ce qu'il faut pour Noël. Mais je dois dire que j'ai passé quand même un très bon moment avec cette lecture et que c'était parfait au début du mois de décembre pour se plonger dans l'ambiance de Noël. Dans ce récit, en fait, on va suivre l'histoire de Pauline qui fête Noël à son bureau et au cours de cette soirée, ma foi, fort arrosée, elle finit par repartir avec l'assistant DRH de sa boîte, qui est quelqu'un qui ne l'intéresse pas forcément au départ, et ils vont faire leur affaire dans le parking de son immeuble à elle. Sauf que le lendemain, elle reçoit un mail qui lui dit que ça y est, les caméras de vidéosurveillance de leur parking ont bien été mises en place, mises en service et que leur service a commencé à minuit, soit eh bien, un petit peu avant les faits. Et du coup, tout le monde va pouvoir donc admirer leurs ébats sexuels étant donné qu'ils étaient très bien placés par rapport à la caméra pour que tout le monde les voit. À partir de là, Pauline va donc décider de monter une équipe de choc avec ses meilleurs amis pour essayer de convaincre le gardien par un stratagème un peu étrange d'effacer ses bandes. Le gardien est en fait un jeune étudiant et il va leur dire, un jeune homme en tout cas, et ce jeune homme va lui dire à Pauline, écoute, je vais voir ce que je peux faire pour t'aider, mais en échange tu me dois une faveur. Pauline du coup accepte et la faveur en question qu'il lui demande, c'est de l'accompagner durant les fêtes de Noël dans sa famille qui habite dans un village qui s'appelle, je crois, Sapinland ou un truc comme ça, en montagne, et c'est un village dans lequel les traditions de Noël sont, ma foi, fort importantes et assez étranges pour certaines. Et du coup, voilà, Pauline se retrouve embarquée là-dedans à jouer le rôle de la fausse petite amie de son gardien. J'ai trouvé la relation entre les deux qui était vraiment très drôle. La ville dans laquelle elle se retrouve est vraiment la ville qui vit Noël à 3000% et pareil, elle m'a fait énormément rire. Avec toute l'ambiance autour, avec la famille autour, que ce soit les parents, la sœur, je les ai vraiment beaucoup aimés. Par contre, c'est vrai qu'il y a également un frère dans le paysage et que pour le coup, je trouve que ce personnage n'était pas tout à fait indispensable. D'autant plus ce qui est fait autour, voilà, ça m'a pas plus passionné que ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une petite lecture que je vous recommande, avec laquelle j'ai passé un très bon moment, qui m'a beaucoup fait rire. Ma mère l'a également lu et mon beau-père aussi, et pareil, ça les a bien fait marrer. Donc voilà, une petite lecture sympathique. Je lui ai mis la note de 17/20, je trouve que ma foi, pour une romance de Noël, ça remplit parfaitement son rôle. Après ça, je me suis tournée vers Elle voulait juste marcher tout droit par Sarah Barouk aux éditions Albin Michel. Il est sorti depuis longtemps maintenant en poche au livre de poche, mais je l'ai depuis encore plus longtemps dans ma pile à lire puisque je l'avais acheté assez peu de temps après sa sortie en grand format. Donc voilà, c'était une petite relique de la palle qu'il était temps de sortir. Pour ce qui est de cette histoire, je pensais que c'était une histoire qui traitait de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. On suit l'histoire d'Alice. L'histoire commence en 1946, donc juste à la fin de la guerre. Et Alice est dans un petit village en campagne dans lequel elle est élevée par une femme en fait. Elle sait pas trop qui est cette femme pour elle, mais voilà, en tout cas, elle sait que sa mère l'a déposée là quand elle était toute petite et que maintenant c'est cette femme qui veille sur elle. Sauf que en 1946, après la fin de la guerre, eh bien, la vraie mère d'Alice va venir la chercher pour l'emmener à Paris. À partir de là, une toute nouvelle vie va commencer. Alice se pose beaucoup de questions sur qui est sa mère, mais elle n'a que 8 ans, du coup elle ne comprend pas tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Elle a vu des choses, mais depuis son village reculé à la campagne, elle n'en a pas forcément tant vu que ça par rapport à tout ce qu'elle va rencontrer à Paris et que nous on comprend en voyant les portraits des personnages.
Mais voilà, du coup on va suivre toute l'histoire d'Alice et puis ensuite Alice va continuer comme ça à se faire un peu balader d'endroit en endroit. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié dans le sens où j'ai trouvé le personnage d'Alice sympathique et que j'ai trouvé que ça abordait pas mal de thèmes intéressants sur l'après-guerre et sur les séquelles que laisse la guerre sur la population. Et également voilà, pour ces enfants qui ont été envoyés à la campagne, commencer après de revenir dans leur vraie vie, etc. Donc voilà, il y a des personnages que j'ai trouvé intéressants également. Alice va rencontrer pas mal d'autres personnages par la suite. Et j'ai bien aimé le fait que ça permettait de voir différents destins, comment est-ce que chacun a pu être touché par la guerre de manière différente. Après, j'ai un petit bémol concernant la fin que j'ai pas trouvé complètement dingue, que j'ai trouvé en fait un petit peu prévisible. Et qui m'a laissé un petit peu un goût d'inachevé. En plus de ça, j'ai eu quand même un petit... Enfin, la construction est intéressante par rapport à ce que je vous disais, elle permet de rencontrer différents destins, etc. Mais on a quand même l'impression qu'Alice passe son temps à se faire balader d'endroit en endroit et qu'à chaque fois qu'elle réussit finalement à trouver de la tâche à un endroit, elle se retrouve à devoir encore changer d'univers, à devoir encore s'adapter avec de nouvelles histoires qu'elle ne comprend pas forcément ou qu'elle a du mal à appréhender, etc. Donc voilà, du coup ça a été quand même une bonne lecture, c'est un livre qui se lit je trouve très facilement, je l'ai lu vraiment rapidement, il fait à peu près 400 pages mais voilà, c'est écrit bien espacé, etc. Donc ça se lit vraiment bien. Après voilà, il y a des petits points qui m'ont pas complètement convaincue, mais dans l'ensemble ça a été une bonne lecture et j'ai mis la note de 16/20. Après, je me suis tournée vers Meijo par Stéphane Plateau. Donc c'est le tome 3 de la série Les Sentiers des Astres, qui est une série de fantasy que j'aime beaucoup. On est ici sur de la fantasy assez descriptive, du coup avec pas mal de narration. Et c'est une fantasy qui mélange des mythologies nordiques, celtiques un petit peu et indiennes également un peu. Donc voilà, un beau melting pot de légendes et des personnages très intéressants, tous très différents les uns des autres. Concernant l'histoire, je ne veux pas vous spoiler. Pour vous expliquer rapidement, en fait on suit l'histoire d'une expédition qui est menée par un capitaine avec son équipage et le tout est raconté au départ du point de vue du barde. Oui, je crois que c'est le barde. Donc voilà, c'est raconté de son point de vue à lui. Il est le second du navire et voilà, on va voir tout leur récit en sachant que ce bateau part vers le Grand Nord pour aller chercher justement le fameux Sentier des Astres, puisque voilà, c'est une grande perle de légende et ils ont différentes raisons de vouloir y accéder. Dans le premier tome qui s'appelle Manesh, on découvrait du coup l'histoire de Manesh qui est un homme qu'ils vont récupérer alors qu'il flottait sur une barque à moitié inconscient et ils le récupèrent et ils vont lui demander de raconter son récit. Et à partir du tome 2, on change. À partir du tome 2, on a toujours en fait le récit du barde, mais le second récit qui vient s'y mêler est celui de Shakti, qui est la seule femme de l'équipage. Elle est accompagnée de sa fille, qui s'appelle Kunti, et elle va nous raconter du coup son histoire à elle. Les gens disent que c'est une courtisane, que c'est une prostituée, que c'est une chamane, que c'est une guérisseuse, enfin voilà. Les légendes sont nombreuses autour d'elle, chacun a sa petite idée sur qui elle est, mais elle va donc leur raconter son histoire. Et l'histoire de Shakti se sépare du coup à la fois sur les tomes 2 de la série et sur le tome 3. Si j'ai bien compris, il y aura également un tome 4 et il me semble que ce sera le dernier tome. Je suis sûre en tout cas qu'il y aura un tome 4 et il me semble que c'est le dernier tome. Voilà, j'aime vraiment beaucoup l'écriture de Stéphane Plateau, j'aime beaucoup toute la mythologie qu'il a mise en place. Pour ce qui est de ce tome 3, du coup je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe dedans, mais pour vous expliquer rapidement, le personnage de Shakti reprend son récit seulement vers la page 100-150 de ce livre-là, et du coup les 5 premières pages ont été un petit peu longues pour moi pour me replonger bien dedans, retrouver tous les personnages, etc. Il faut dire que j'avais lu le tome 2 il y a presque 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, ou il y a en tout cas 1 an, mais je crois 2 ans. Du coup voilà, tout était pas exactement bien frais en tête pour moi, du coup il m'a fallu un petit peu de temps pour remettre tout ça en place. À partir du moment où le récit de Shakti revient, je me suis tout de suite replongée dans le récit de Shakti que j'ai beaucoup aimé, et le personnage du fameux barde de Fintan qui est l'autre narrateur. Et bien finalement je m'y suis également beaucoup attachée dans ce tome-ci, j'ai trouvé qu'il apportait vraiment quelque chose en plus, c'est-à-dire que jusque là en fait c'était un peu le messager, le courant de parole, de tout ce qui se passait dans l'équipage, alors qu'à partir de ce tome-ci j'ai trouvé qu'il prenait un petit peu plus son individualité par rapport aux autres et qu'il a aussi également, qu'il a lui aussi voilà, des choses à dire. Et du coup sur la fin j'ai vraiment bien apprécié son récit à lui.
J'ai hâte de pouvoir découvrir le 4e tome de cette série, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. En tout cas voilà, c'est vraiment une série que je trouve d'une excellente qualité, que je vous recommande, mais ne vous attendez pas à de la fantasy dans laquelle il se passe beaucoup de choses. On est ici vraiment voilà, sur de la fantasy assez narrative. En plus de ça, c'est au mouton électrique. Autrement dit, c'est pas du tout la même mise en page que ce que je vous ai montré juste avant. Hein. Donc voilà, il m'a fallu une bonne semaine, enfin une semaine ouais à peu près, pour le lire, en sachant que je lis quand même assez vite et qu'il fait sur le papier que 450 pages, mais qu'elles en paraissent quand même beaucoup plus. Donc voilà, mais une série que je vous recommande de découvrir si ça vous intéresse. J'ai mis pour ma part la note de 17/20, c'est une série que je continuerai à vous recommander. Et voilà, donc vraiment une très belle lecture ici. Et du coup pour terminer, j'ai relu une autre romance de Noël, étant donné qu'on a fêté une première fois Noël avec une partie de ma famille le week-end du 14-15 décembre. Du coup c'était l'occasion, étant donné qu'on avait toutes les décos de Noël et compagnie, je me suis dit bon c'est le moment de relire une des petites romances de Noël que je m'étais mise dans ma palle du Cold Winter Challenge. Et du coup je me suis tournée vers What Light par Jay Asher. C'est aux éditions France Loisirs Poche, je l'ai reçu de leur part dans une box pour Noël. Et c'est un récit que j'avais vu passer pas mal de fois quand il était sorti, mais je m'étais pas lancée, et c'est vrai que c'est pas forcément un titre que j'aurais acheté de moi-même, mais je me suis dit tant qu'à faire, vu que je l'ai, je vais le lire. En tout cas si je ne le lis pas maintenant, je le lirai pas, donc c'est le moment à cette période de Noël de le découvrir. On est ici sur une romance de Noël adolescente, et dans laquelle on va suivre l'histoire de Sierra. Sierra vit dans l'Oregon où... oui, c'est ça. Elle vit principalement dans l'Oregon où elle est où elle a une vie, on va dire, normale pendant 11 mois de l'année. Et le 12e mois de l'année, celui autour des fêtes, il descend en Californie pour vendre avec toute sa famille. C'est une tradition familiale qui descend de génération en génération. Ils descendent donc en Californie pour aller vendre leurs sapins. Ça dure à peu près un mois, de Thanksgiving à Noël, et ils vendent leurs sapins. Et du coup, voilà, elle retrouve... des amis là-bas, d'année en année, etc. Il y a une sorte de seconde vie qui s'installe là-bas. Sauf que cette année-là, elle va rencontrer le personnage de Caleb, qui est un jeune adolescent également des environs. Sierra est en première, oui c'est ça, Sierra est en première et Caleb a à peu près le même âge pour vous donner un ordre d'idée d'âge des personnages. Et ils se posent également pas mal de questions puisque la ferme à sapins marche de moins en moins bien, ils sont pas sûrs de pouvoir revenir l'année suivante, etc. Et Sierra se pose un peu des questions puisqu'au départ elle n'était pas forcément partante, voilà, pour... Enfin, elle avait une amie elle qui lui disait ce serait bien que tu trouves un amoureux pour Noël pour qu'on puisse faire des sorties à 4 avec mon copain. Et elle était en mode oui mais en fait après je vais partir donc ça sert à rien. Du coup voilà, elle est pas super partante au départ mais elle va tomber sur ce personnage de Caleb qui va dévoiler pas mal de choses de lui qui ma foi font qu'elle tombe amoureuse de lui. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est plutôt sympathique. Après c'est un récit que pour ma part j'ai eu qui m'a pas complètement convaincue. On est sur un récit qui est court, qui se lit facilement, de ce côté là il n'y a aucun souci. Il y a un côté un peu voilà, téléfilm de Noël plutôt sympa, mais il y avait quand même pas mal de clichés dedans, pas mal de choses assez prévisibles pas mal de choses assez prévisibles des romans adolescents en fait. C'est à dire que toute la dimension de Noël m'a plutôt bien plu, mais la dimension adolescente j'ai eu un petit peu plus de mal. Et du coup voilà, je pense que les romances de Noël, je fais partie de ces gens qui trouve ça cucu mais qui aime bien en lire quand même, mais le combiné romance de Noël plus adolescent était peut-être un petit peu trop pour moi. Du coup voilà, j'ai pas été complètement convaincue par certaines choses, par certaines actions que pouvait faire Sierra ou d'autres personnages que j'ai trouvé pas très réfléchis. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 14/20 à ce récit. Ensuite, côté graphique, j'ai donc découvert tout d'abord La fille du temple au chat par Soleil Manga, aux éditions Soleil Manga par Makoto Ojiro. C'est une série de manga qui compte maintenant 5 tomes et je crois qu'il y en a un 6e qui sort bientôt ou qui est sorti, je sais plus exactement. J'avais pris ce tome 1 avec un bon d'achat l'année dernière pour Noël, du coup il traînait depuis un an maintenant dans ma pile à lire. Je me suis dit que c'était temps de me lancer dedans, même si c'est vrai que j'avais pas forcément eu d'excellents retours sur la série. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais pas encore acheté les tomes suivants. Je me suis dit que j'attendrais de voir avec ce premier tome, et ma foi je l'ai bien fait puisque je ne continuerai pas cette série. On suit en fait dans cette série le personnage de Jen qui a vécu pendant longtemps dans un temple quand il était enfant.
qui ensuite a continué sa vie ailleurs et puis qui va demander à ses parents en fait de retourner vivre au temple. Je sais plus exactement pourquoi, oui je crois que c'est parce que voilà, il s'entend plus avec ses parents et du coup il veut repartir dans ce temple où il sait qu'il peut être à nouveau accueilli, et il va retrouver du coup Xion, qui est une jeune fille avec laquelle il a grandi, qui a quelques années de plus que lui, et il la retrouve du coup dans ce fameux temple avec d'autres personnages aussi. Ce qui m'a un peu dérangée dans ce manga, bon, déjà l'histoire il se passe pas forcément grand chose dedans, mais pour un tome 1 c'est pas forcément très grave. Les dessins sont plutôt sympas mais sans plus je trouve. Les chefs sont finalement présents mais on nous explique pas trop ce qu'ils foutent là. Le fait qu'ils vivent dans un temple, c'est pareil, on les voit faire des réparations au temple, etc., faire des prières, mais ma foi, ça s'arrête un peu là. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de choses par rapport à ces deux éléments-là, vu que la série s'appelle quand même La fille du temple au chat. Ce qui m'a surtout dérangée dans cette série, et qui est la raison pour laquelle je ne la continuerai pas, même si je la trouve en bibliothèque ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, c'est du point de vue de Gênes, qui bave clairement sur Xion, et du coup, il y a plein de plans sur les fesses de Xion et sur Gênes qui bave dessus. Et du coup, clairement, ça m'a saoulée de voir ça dans cette bande, enfin dans ce manga. Et du coup, voilà, clairement, c'est la raison pour laquelle je ne la continuerai pas. Voilà, on a comme ça voilà, des plans sur les fesses de manière très régulière, et sur Xion qui est en plein émoi face à ses fesses. Voilà, encore des fesses ici, juste 3 pages avant. Donc voilà, sans moi pour la suite. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu le premier tome de la bande dessinée Lulu et Nelson, qui est la nouvelle bande dessinée illustrée par Aurélie Néret et qui est scénarisée par Girard et Aumont, qui est un duo que j'avais déjà découvert avec leur bande dessinée La balade de Gaïa, que j'avais vraiment bien apprécié. Et ce tome 1 s'appelle donc Cap sur l'Afrique, c'est aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. C'est un livre que j'ai depuis le salon de Montreuil, où j'ai pu faire dédicacer ma bande dessinée à Aurélie Néret, comme on peut le voir ici. Mais c'est surtout une bande dessinée qui m'a été offerte par Anaïs, Lunartic Mooney sur Instagram. Je la remercie à nouveau très grandement pour ce cadeau, j'étais vraiment très contente et très surprise. Donc voilà, merci beaucoup à nouveau, je sais que tu vas sûrement passer par ici. Pour vous montrer un petit peu quelques planches, et après je vous parlerai de l'histoire. On a des colorimétries qui varient un petit peu suivant les planches, suivant les passages plus ou moins heureux de la vie de notre héroïne. Et donc en fait on va suivre finalement plusieurs personnages. Au départ on suit le personnage d'une petite fille qui a grandi dans un cirque avec des lions, sauf qu'il y a eu plusieurs drames en fait finalement qui ont marqué sa vie, à savoir sa mère, il me semble, sa mère est décédée pendant un numéro, le cirque a pris feu et les lions sont décédés. Du coup ils sont obligés finalement de changer de vie, et la jeune fille va devoir partir pour Milan je crois, alors qu'ils étaient je sais plus où, pour finalement retrouver une sorte de vie normale, ou à Naples, je sais plus exactement, en Italie en tout cas. Et elle va tomber sur des lettres qui ont été écrites par sa grand-mère qui s'appelait Lulu, et qui va nous raconter son histoire et l'histoire de sa rencontre notamment avec Nelson, qui est un petit garçon. Et du coup voilà, on va se retrouver projeté en Afrique avec ces personnages là, et à nouveau donc pas mal d'animaux sauvages. On est ici sur un tome qui est vraiment introductif à l'histoire et qui a plein de très jolies planches et qui donne très envie de voir la suite, mais voilà, c'est vrai que ça reste assez introductif, on n'en connaît pas encore beaucoup sur l'histoire. Il y a une adaptation en bande dessinée, en série télé qui est en cours, en dessin animé, et je suis assez curieuse de voir ça, je dois dire. Je sais pas combien de tomes sont prévus pour cette série, mais en tout cas c'est une série que un premier tome qui m'a plutôt convaincue, et du coup je suis curieuse de voir ce qu'il y aura par la suite sur cette série, et je lui ai mis la note de 16/20. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, etc. En tout cas, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!